Donc vous êtes... alors, qui est choriste ici? Qui est choriste? Choriste. C'est que des choristes, non? Alors, choriste. Oui. Est-ce qu'il y a des non-choristes? Ou qui sont non-accompagnants? Est-ce qu'il y a des choristes, des non-choristes ou des non-accompagnants? Parce que vous pouvez être accompagnant de choriste et je vous considère comme choriste. Vous êtes accompagnant? Non, vous n'êtes pas choriste. Vous êtes avec qui? Hospitalisé. D'accord, très bien, parfait. Très bien. Bon, donc, oui, on a essentiellement des choristes. Donc, ça va nous permettre de parler à des choristes. Parce que les choristes, moi, si vous voulez, quand je suis arrivé à Sojon il y a 30 ans, enfin un peu moins de 30 ans, quand je suis venu travailler à Sojon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de cure? Vraiment, je vous assure, hein, je le cachais, je ne voulais pas en parler parce que ça me troublait, cette affaire de cure thermale. Moi, je savais soigner des patients qui étaient dans les cliniques, enfin les hôpitaux, qui étaient hospitalisés, des dépressions sévères, et puis je les soignais, je savais faire ça, je connaissais. Voilà. Je connaissais des gens, dans mon environnement, qui parfois n'étaient pas toujours en forme, qui n'avaient pas toujours le moral, mais je ne savais pas plus de choses. J'ai appris, dans mes études, j'ai appris à soigner des gens qui sont très malades, enfin, des gens qui souffrent beaucoup. Pas forcément très malade au sens, pas non plus péjorer la situation, pas très malade au sens pas guérissable. Hein. C'est pas ça, hein. Très malade, c'est pas guérissable. Il y a intense. Il y a deux critères, si vous voulez. Il y a le critère d'intensité et il y a le critère de durée. Un critère d'intensité, c'est la sévérité, c'est, par exemple, dans la dépression, c'est le risque suicidaire. Vous voyez, ça, c'est un critère d'intensité. De dangerosité. Ça, c'est un vrai critère. Les gens qui viennent nous voir avec des crises d'angoisse ou avec des états vraiment de grande souffrance. Je suis en retard parce que j'ai une personne qui était en pleine crise tout à l'heure, donc ça m'a un peu coincé. Le mari est venu, donc c'était compliqué. Là, il y a une intensité qui fait que pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, la dépression est très pénible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas guérissable. Hein. Ça, il faut bien l'entendre. Je pense pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que pratiquement toutes les dépressions guérissent. Du moins, s'améliorent nettement. Il est rare qu'une dépression sévère, intense, dure toute la vie. Enfin, ça n'existe pas. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui se suicident. On ne sait pas comment les aurait évolué. Mais malgré ça, je pense que malheureusement, quand ce n'est pas un suicide, je dirais, voulu, c'est-à-dire un suicide qui a été vraiment décidé intellectuellement, et comme le font par exemple les gens qui vont mourir en Suisse ou en Belgique. Quand le suicide arrive, très souvent, il y a une phase où le suicide est un risque chez l'individu, et puis 2 ans plus tard, le risque n'existe plus. 2 ans, ça peut être 1 an ou 6 mois, hein, ou ça peut être 3 ans. Mais à un moment donné, si vous voulez, ces pensées, on a dans la tête, comme dirait un chanteur bien connu, hein, ces pensées qui nous envahissent. Hein, vous vous souvenez de ces paroles qui sont incroyablement fortes, hein, sont extrêmement étonnantes, parce qu'on sent le vécu, hein, on sent que ça a vraiment travaillé. Hein, et les mots sont simples, hein, le chanteur Stromae, ils sont simples, ils sont très clairs. Hein, ça vous fige. Hein, je trouve ça merveilleux d'avoir chanté ça, parce que ça explique, voilà, ça dédramatise finalement ce phénomène. Pourtant, c'est pas un type paumé, Stromae, des plus grandes fortunes du monde, j'imagine. C'est pas un paumé, c'est pas un pauvre type. Hein, et ben voilà, lui, il a connu ça, la puissance très très intense. Et donc l'intensité, c'est pas un facteur de définitif, vous voyez, c'est pas corrélé. Hein, l'intensité n'est pas corrélée à la durée dans le temps, en tout cas à l'absence d'espoir. Voilà. La durée, je ne sais pas, mais l'absence d'espoir.
Et pourtant, dans les dépressions intenses, effectivement, l'un des vous avez des grosses dépressions qui ne sont pas suicidaires, mais vous avez quand même un risque qui est important, c'est le suicide. Alors vous avez effectivement d'autres dépressions, d'autres formes de dépression intenses, où les personnes conservent une espérance de guérir, conservent une volonté de s'en sortir, conservent une envie, enfin un désir de vivre. Et vous voyez, c'est très complexe, parce qu'on voit à peu près toutes les formes de dépression, en tout cas en termes d'intensité. Et évidemment, l'intensité, plus elle est forte, plus il y a de la culpabilité, plus il y a du désespoir, plus il y a un sentiment de ne pas pouvoir guérir, ce qu'on appelle l'incurabilité, impossibilité de guérir, plus il y a de mal-être, évidemment. Et pour nous, les spécialistes, c'est généralement, ce sont les critères qui nous permettent d'estimer la sévérité, la gravité de cette dépression. Ce sont des critères cliniques de parole, ce que disent les malades, qui nous permettent, qui nous éclairent sur ce qu'ils vivent intérieurement et sur ce que leur cerveau leur dicte. Il ne faut pas. La chambre de travail est très précise là-dessus et elle dit très clairement, et je trouve que ça c'est très bien. Il faut bien comprendre que il y a une confusion un peu en nous par rapport à notre cerveau. On croit que notre cerveau, on le domine. On croit qu'on est meilleur que le cerveau. On croit que le cerveau, c'est un objet. On croit que notre cerveau, on en fait ce qu'on en veut. Non. Le cerveau, il est plus fort que nous. Il est plus fort que notre volonté. Alors c'est vrai que Rafael Nadal, il gagne tous ses matchs. C'est vrai que lui, il a une volonté qui fait penser qu'il fait à peu près ce qu'il veut de son cerveau. Enfin, il est quand même assez tendu. C'est un gros effort quand même. En tout cas, notre cerveau, quand on commence à aller moins bien, quand on commence à toucher ses limites, il dérape. Et quand il dérape, on ne le contrôle plus. C'est pour ça que souvent, quand je vois les familles parler des patients, c'est important de le faire. Je leur explique ça. Parce que souvent, les patients, finalement, ne sont pas compris. Alors, ils ne sont pas compris, et puis, c'est pas drôle non plus d'accepter la maladie de l'autre. Enfin, pour soi, c'est pas drôle non plus, hein, mais pour l'autre, c'est encore plus pénible. Parce que vous n'avez pas envie d'entrer dans ce processus de la maladie. Vous n'avez pas envie d'y croire à ce truc-là. C'est quelque chose qui est vraiment pénible. Ça gâche la vie, ça gâche la vie de tout le monde. Vous n'avez pas envie d'avoir envie de gâcher, vous allez bien. Bon, l'autre, il va pas bien, vous êtes embêté pour lui, mais quelque part, il va faire un petit effort, quoi. Arrête de te plaindre. Vous voyez, il y a ce côté finalement, bon, allez, contrôle ton cerveau. Et la maladie, hein, parce que la maladie, ça existe. La maladie empêche le contrôle du cerveau. Quand le cerveau a son autonomie, comme le cœur a son autonomie, si le cœur veut dysfonctionner, il dysfonctionne. Le cerveau a son autonomie. Et quand le cerveau commence à dysfonctionner, on n'a pas de moyens, et je dirais même qu'on n'a pas de moyens personnels pour arriver à le recontrôler. Donc il faut se mettre en situation d'humilité, ce qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas habituel, et d'acceptation de cette perte de contrôle. Et de se dire, voilà, je suis dans une position où mon cerveau a pris la commande. Et dans le cockpit, là, et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire, parce qu'en fait, quelque part, peut-être finalement, bon, je vais un peu résumer, c'est un peu simple ce que je vais dire. Quelque part, on a peut-être aussi laissé faire, on a peut-être été... Je vous donne un exemple. Je suis une petite patiente qui est plus de 25 ans, qui est étudiante en Roumanie. Et je connais un peu ses parents, qui m'ont aidé à la suivre un peu. Et je l'ai vue 3 fois en visioconférence. Là, elle va très bien. Ça y est, elle me dit, je suis bien, on va arrêter de se voir. Elle a eu des crises d'angoisse depuis le mois de mai. Des crises d'angoisse très régulières, très pénibles. Très difficile. Elle était vraiment très mal.
Puis là, elle va bien. Elle n'a même pas pris de médicaments, on en parle un petit peu, elle va bien. Elle va mieux, elle va bien. Et là, ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, enfin au visio, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a déclenché le truc? Elle m'a dit, je crois que le problème, c'est que j'avais mon examen à passer, je me suis mis énormément de pression, j'ai fait que travailler, j'ai vu personne pendant 6 mois, et je pense que c'est ça qui m'a... Donc on a travaillé un peu la fin de la matinée, enfin, sur ce entretien, on a travaillé sur son acceptation à vivre la peur de l'échec. Parce que finalement, elle ne supportait pas la peur de l'échec, elle ne voulait pas vivre l'échec, elle se mettait une pression excessive, elle travaillait trop, et du coup, elle s'en est rendue malade. Alors, heureusement, de manière passagère, pas très longtemps, pas d'une intensité affolante, mais quand même, elle est tombée malade. Et elle en a beaucoup souffert. Parce que il n'y a pas de petite maladie. On va croire qu'elle est petite. Ça, c'est un truc que j'ai compris, ça. J'ai mis du temps à comprendre. Et je le dis, je l'avais dit au moment du Covid, là, par rapport aux cures qui avaient été annulées. Vous savez, les cures étaient arrêtées, machin. Mais pourquoi on empêche les gens de se soigner? Alors, on va soigner le Covid, d'accord, mais voilà, bon, enfin, c'est un débat, hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il n'y a pas de petite maladie. Quand les gens ont des angoisses, quand les gens ont de la dépression, quand les gens souffrent, ben, on ne peut pas les laisser dans la souffrance. Il faut tenter des choses pour les améliorer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite maladie. Pas parce qu'on n'est pas suicidaire, on n'est pas des malades. Et ça m'amène à revenir à mon point de départ, un peu comme je peux, et revenir à mes fins des études. Quand je suis allé à Saujon, en me disant, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Enfin bon, il y avait quand même les cliniques, tout ça, les malades, il y avait quand même des malades partout, mais par rapport à la cure, qu'est-ce que je vais faire de ce machin? Et en fait, c'est amusant parce que quand je suis arrivé à Saujon, j'avais des amis qui se moquaient un peu de moi, de cure, tu vas soigner les malades, tu vas les doucher, tu vas les rendre propres, tu vas... Bon, c'était une blague. Et j'étais un peu dans cet embarras-là. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai vu beaucoup de pleuristes au départ. Au bout de 3 ans, j'ai vu des gens qui allaient bien, qui allaient beaucoup mieux. Et j'ai vu les effets positifs de la cure sur eux. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est marrant parce que je ne me souviens plus vraiment qui, comment, quand, mais je me souviens très bien d'un certain nombre de patients qui m'ont interpellé. Et qui m'ont dit, regardez docteur comme je vais bien. Ben oui, je constate. Et ils m'ont dit, mais c'est étonnant parce qu'aucun médecin ne connaît la cure. Aucun médecin ne sait que la cure, ça fait du bien pour traiter la dépression, l'anxiété, réactionnelle, hein, pas les dépressions gravissimes, mais les dépressions réactionnelles. Et donc les angoisses également situationnelles. Comment se fait-il que les médecins connaissent pas? Et donc j'ai compris qu'ils m'interpellaient pour en parler et faire connaître cette thérapie. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que l'hôpital qui soigne, ou les médecins de ville. Vous voyez, la prise en charge médicale de la dépression par l'hôpital, c'est très très bien, une dépression sévère, intense. Mais la prise en charge psychologique est très bien aussi. Mais il y a des personnes qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'espace, qui n'ont pas besoin forcément de médicaments, qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin peut-être aussi de psychoéducation, de rencontres, et aussi toute cette dimension de réhabilitation sociale, d'échange entre les touristes, voilà, d'accompagnement, de mise à distance, de lâcher prise. On travaille beaucoup cette question de lâcher prise. On est en train de travailler sur un outil spécifique qui pourrait permettre aux patients de mesurer leur capacité à se détendre durant les soins. Voilà, toutes ces choses-là qui sont des éléments de prise en charge très importants dans notre spécialité. Parce qu'en fait, effectivement, il faut comprendre que la psychologie, je reviens à notre cerveau, je reviens au cerveau. Le cerveau, donc, il peut se dériver tout seul. Pour reconnaître, ce n'est pas toujours la faute du sujet. Il peut se dériver tout seul. Vous avez les bipolaires, vous avez des dépressions majeures, parfois qui vous tombent dessus. Il n'y a pas de critères très clairs. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les maladies endogènes. C'est-à-dire que c'est des maladies qui ne sont pas liées à des phénomènes extérieurs, qui viennent d'une espèce de dérèglement intérieur, qui amènent les gens généralement à vivre des dépressions assez fortes d'ailleurs. C'est souvent assez
pénible. Parce que là, vraiment, le dérèglement est net. Les gens, ça leur fait peur aussi, ça fait peur. Ils vont dire qu'on ne comprend pas du tout pourquoi, tout d'un coup, pouf, on se met à être extrêmement mal. Et donc, il y a un déséquilibre. Et ça, on n'est plus dans une maladie comme une autre maladie, finalement, où le cerveau vraiment se met à dysfonctionner sans explication. Et puis, la majorité des maladies, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui a augmenté en croissance, en pourcentage, si vous voulez. Je vous donnerai quelques chiffres d'ailleurs pour vous éclairer là-dessus. La majorité aujourd'hui des dépressions, ce sont des dépressions réactionnelles, situationnelles, environnementales. C'est-à-dire que, certes, il y a sans doute une fragilité, c'est-à-dire que tout le monde ne tombe pas en dépression aujourd'hui. Le chiffre officiel de l'OMS, mondial, hein, pas que français, l'OMS, 15% de la population fait une dépression actuellement, dans le monde. Vous avez 10 personnes dans le monde, vous avez en Russie, en Chine, en Amérique ou en Europe, vous avez 15% de gens dans une ville qui, 1,5 sur 5, sur 10. On avait 3 sur 20. Toutes les 20 personnes, il y en a les 3 qui vont mal. Une dépression. Donc, si vous voulez, c'est considérable. Les gens, les vrais malades, pas les vrais malades, excusez-moi, les malades endogènes, les malades pour lesquels l'environnement n'a rien à voir a priori, c'est à peu près 1%. Enfin, 1% pour la bipolarité, 1% pour la schizophrénie. Voilà. Vous avez 2-3% de maladies absolument liées à la génétique pure. Voilà. Les autres, c'est, donc vous voyez, 3%, on va dire, sur 15%. Donc vous avez à peu près 12% qui sont liés à l'environnement. Si on y va un petit peu comme ça, au nez. À peu près 25% des maladies qui sont endogènes et 75% des maladies qui sont situationnelles, environnementales. Donc c'est vrai que il faut comprendre que l'environnement joue un rôle considérable. Et l'environnement, c'est pas que vous, l'environnement, c'est pas que vous, votre mari, vos enfants. C'est évidemment tout ce qui est autour de nous. C'est la télévision, c'est le Covid, c'est l'informatique, enfin j'en passe, c'est l'individualisme. Ce sont ces enfants qui, je le disais tout à l'heure, j'ai vu une dame hier qui est dans un état impossible parce que elle a une fille qu'elle voit très peu, elle a une petite fille qu'elle ne voit plus du tout, et elle a une arrière-petite fille, elle n'a pas été invitée à son baptême. Bon, évidemment, c'est une femme, elle est peut-être un petit peu fragile, elle est peut-être un petit peu soupolée, elle n'est pas méchante, vous voyez, elle n'est pas méchante, c'est une gentille femme qui doit être un peu soupolée, qui doit partir un peu de temps en temps, elle n'est pas maladroite. Et on la condamne à vie, comme ça. Et voilà, peut-être qu'elle pourrait faire un peu d'attention quand elle parle, peut-être, j'en sais rien, je sais à rien. Mais c'est pas plus grave que ça. Vous voyez, elle n'a jamais menacé quelqu'un avec un couteau, elle n'a jamais. Et voilà, est exclue de la société familiale. C'est vrai qu'il y a des situations comme ça qui sont de violence extrême. Et là, on voit que, moi je vois dans ma pratique psychiatrique, je vois des situations de vie qui sont parfois d'une grande violence par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés. Bon, voilà, c'est tout le problème de la vie environnementale, c'est l'altérité, le sens de l'autre. Et je crois quand même que cette augmentation de la fréquence des dépressions est en grande partie due à ce manque d'altérité générale. Alors il y a des tas de choses positives qui sont dans le monde, il y a des œuvres, il y a des associations, il y a des décisions politiques, le social, la psychologie. Bon, politiquement, je pense qu'on a quand même un pays, un environnement qui cherche à faire bien les choses. Mais quand on réfléchit bien, au niveau du cœur même des individus, voilà, il y a peut-être là des choses qui font que l'environnement s'est un peu endurci, une espèce de distanciation qui s'est fait parfois entre les gens. Et on a peut-être aussi des contraintes qui sont un peu pénibles, un peu désagréables. Voilà. C'est difficile d'être
d'être affirmative, de donner des chiffres. On n'a pas, c'est plutôt du ressenti, vous voyez. Mais on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans une plainte et qui cette plainte ne semble pas liée à des faits graves, ou à des faits irréversibles, ou à des faits justifiés, mais plutôt à quelque chose de l'ordre d'un apaisement, d'une joie de vivre. Hein, je me souviens de ma grand-mère par alliance, quand j'étais il y a quelques années. Je lui ai posé la question, quelle période vous avez préféré entre la période actuelle, c'était il y a 20 ans, hein, et les années de guerre. Je m'attendais à ce qu'elle me dise la période actuelle. Et elle m'a répondu les années de guerre. Et elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit pourquoi. Non, je peux pas. Elle m'a dit parce qu'à l'époque, on était soudés. Il y avait de la solidarité. Les gens se soutenaient. Et ça, vous voyez, c'est terrible. Vous voyez, vous réagissez. C'est terrible. Et voilà. Là, je crois qu'il y a un mal là, qui est extrêmement nocif pour notre société. On ne va pas le corriger ce soir. Hein. Désolé, je n'ai pas la réponse. Mais je crois que c'est un élément important. Voilà. Bon, voilà. C'est pas l'enjeu particulier pour vous, mais je crois que c'est intéressant quand même d'avoir cette notion. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ma pratique depuis quelques années, depuis 30 ans au moins. Je ressens cette dimension. Voilà. Et je pense que, en tout cas, nos malades, les gens qui viennent chez nous, expriment souvent ce sentiment. Et vous voyez, je me dis souvent que nos patients sont un reflet très intéressant, très important de la société dans laquelle on vit. Nos patients, ils ont quelque chose à dire du monde dans lequel on vit. Ils ont quelque chose à exprimer. Et le fait que la société d'aujourd'hui crée de la maladie, puisqu'on a beaucoup plus de malades qu'il y a 30 ans, ça c'est l'OMS est formel, hein. C'est comme le Covid, hein, c'est pareil. Les chiffres sont clairs. Hein. Voilà. Eh bien, ce phénomène-là dit quelque chose de notre société. Elle dit bien que notre société, aujourd'hui, n'accueille pas la souffrance, n'aide pas les plus fragiles. Voilà. Elle est sans doute très bien pour un certain nombre de gens, hein, ça c'est pas la question, mais elle fragilise les personnes. Elle rend les gens peut-être, elle demande un niveau d'autonomie. Oui, si vous voulez vivre bien l'indépendance, il faut être quand même solide, hein, parce que l'indépendance, c'est l'indépendance. L'autonomie, c'est l'autonomie. Donc elle est peut-être un petit peu moins aidante pour les gens qui ont un peu plus de difficultés. Et du coup, elle déséquilibre certaines personnes qui, dans un environnement peut-être plus équilibrant, seraient moins fragiles. Et nous, vous voyez, ce que j'ai compris de mon métier, de la cure, c'est que la cure accueille ces personnes qui ont une fragilité, voilà, pas très sévère, mais quand même pas très agréable. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de petits malades, il n'y a pas de petite maladie, il n'y a pas de petite souffrance. Quand vous avez des crises d'angoisse, c'est pas drôle. Quand vous avez une perte de morale, un sentiment de non-sens, de perte d'espoir, cette femme que j'ai vue hier, qui a 75 ou 16 ans, et qui ne connaît même pas son arrière-petit-fils, alors qu'ils habitent à 2 km, hein. Sa petite fille est commerçante dans la ville de la grand-mère. De temps en temps, elle va dans le commerce de la petite fille, qui lui dit bonjour madame, qui la vous voit. Enfin, voilà, comme si elle avait tué son. Voilà. On arrive à des situations comme ça qui sont très invraisemblables quand même, sur le plan humain. Et les gens n'arrivent pas à se rendre compte, finalement, de l'évidence, de l'injustice de ces situations. Alors il y a aussi tout le milieu du travail aussi, qui est chose dont on n'a pas parlé, du travail. Il y a le problème aussi de la féminisation de la société qui fait que, moi je voyais tout à l'heure, là je faisais un entretien pour une personne qui travaille chez moi, une jeune femme, qui travaille très bien, hein, et elle vient d'avoir 2 enfants. Elle me dit, c'est hard. Je lui dis, bah oui, vous avez 2 vies. Vous avez la vie de professionnelle, parce qu'elle peut travailler, elle peut réussir, et puis elle fait bien. Et vous avez la vie de la femme à la maison. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais aujourd'hui, les femmes, elles veulent presque toutes faire ça. Parce que c'est dans la société, c'est le monde actuel. Il y a quelque chose de j'ai envie de dire, d'évident.
Ne pas le faire, ça serait presque culpabilisant. Donc, vous voyez, tous ces petits codes qui sont comme ça, c'est la vie qui fait ça, c'est difficile d'expliquer. C'est le monde actuel qui fait ça. La femme veut son indépendance, son autonomie, vous voyez, mais tout ça, ça a un coût humain, un coût énergétique, un coût de volonté. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous, on ait bien en tête l'importance de ces équilibres. Et qu'on ait cette indépendance, pas cette dépendance, justement, à vouloir, finalement, être la meilleure au travail, être la meilleure maman, être la meilleure épouse, être la meilleure... Et à un moment donné, on ne peut pas. Et si on veut, ben on craque. Et si on craque, ben on n'est pas bien. Voilà. Et on termine à Sojon. Ou ailleurs. Hein. Mais Sojon, très bien. Très bien, évidemment. Voilà. Non, mais ce que je... Ce qui serait possible, la clim, parce qu'on a froid et on ne sent pas bien. Si ça dérange personne, c'est quoi ça dérange? Tout le monde est d'accord. Ouais. Ah oui, c'est là-bas, oui. T'as raison, c'est là. Non? Sur le côté, c'est là, ici derrière là. Merci. Je m'adapte au milieu. Je vais me rapprocher de moi. Voilà. Bon, enfin, moi, je voulais vous faire passer ce message-là. Après, voilà, bon, les symptômes de la dépression, vous les connaissez. Je pense que on peut en parler, hein, si vous voulez. Les angoisses, la dépression, je peux vous expliquer la différence entre l'angoisse et la dépression. Vous voulez? Bon. Ah oui, oui. Surtout des signalements pour si ça existe. Et aussi entre burn-out Oui. et dépression, parce que moi j'ai regardé sur internet, ils disent que c'est des choses différentes, c'est du épuisement professionnel, mais au final on n'est jamais reconnu. Ouais. Moi je suis soignante et je suis burn-out. Souvent d'ailleurs, souvent les soignants c'est un métier à risque. Alors, je vais tâcher de répondre. Donc, première question, anxiété, dépression. Je vais faire très simple. Je ne vais pas partir dans tous les symptômes, mais je vais vous expliquer ce qui différencie fondamentalement les deux. La dépression, c'est le sentiment de désespoir. C'est je ne me vois pas dans un an. Je ne sais pas où je vais. Vous voyez? C'est ça la dépression. La dépression, c'est je n'ai pas d'avenir. J'y arriverai pas. Enfin, j'y arriverai pas, je suis défaitiste. J'ai l'impression que je ne pourrai pas y arriver. Je pense que je ne suis pas capable. J'ai pas envie. J'ai pas... Vous voyez, il y a une espèce de... Dans la dépression, il y a une espèce d'absence de mouvement. Comme si le sujet, la pensée, le corps était en arrêt. Vous voyez, comme s'il n'y avait plus de possibilité de se projeter. Vraiment la difficulté à se projeter. Ça, c'est très spécifique de la dépression. Ce qui est aussi très spécifique de la dépression, c'est la rumination. C'est une dimension qui est fréquente dans la dépression. Les gens ont tendance un peu à ruminer, à s'obséder. Et ils ne s'obsèdent pas d'une manière positive. C'est-à-dire que, finalement, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir un petit vélo dans la tête qui fonctionne. Je me rends compte que ça arrive souvent. Mais quand je ne suis pas dépressif, j'arrive un peu à faire bouger mon petit vélo. Ah bah oui, bah, d'accord, oui, enfin d'accord, tu peux penser comme ci, mais tu peux aussi penser comme ça. Vous voyez, il y a une espèce de dynamique, hein, de pensée qui fait qu'on remet en cause, on n'est pas obnubilé par une pensée négative. Quand on l'a, ben, il ne faut pas penser comme ça, qu'il ne faut pas croire ça, etc. Puis vous venez les voir à 5 heures, alors ils vous disent oui, tout à fait d'accord, ils ont compris, ils ont bien appris la leçon. Et puis vous les envoyez à 5 heures, et ils vous disent exactement la même chose que le matin. On appelle ça le syndrome orangina. On secoue la pulpe, comme ça, le psychothérapeute il secoue la pulpe, et puis 2 heures après, enfin quelques minutes après, paf, la pulpe retombe. Ça n'arrive pas à rester, la pensée positive n'arrive pas à s'installer.
Ça, c'est très caractéristique de la dépression. Et quand vous avez... Et le drame de ça, de ce plan original, hein, le drame, c'est que les gens, à force de faire ça, ils se disent c'est fichu. Ils se disent j'y arriverai pas. Et ils s'en sortent pas. C'est un labyrinthe. Vous voyez, c'est un labyrinthe. La dépression, c'est un labyrinthe. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, vous retombez dedans. Vous voyez, ça vous rattrape toujours. Et ça, c'est extrêmement décourageant. Extrêmement décourageant. Donc vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus d'horizon, vous n'avez plus de demain. Voilà. Vous avez hier, et vous n'avez pas demain. Ça, c'est vraiment la dépression. Les angoisses, l'anxiété, je dirais que c'est quand même un peu moins inquiétant en termes de gravité. Mais c'est pas drôle à vivre. Parce que ça envahit bien le cerveau aussi. Et dans les angoisses, il faut quand même différencier deux types d'angoisses. Vous avez les angoisses voilà, qu'on ressent comme ça, bon, qui viennent. Je dirais qu'on peut tout savoir. Hein. Ça m'arrive de sentir des petits symptômes dans mon corps, des petites sensations un peu désagréables. Bon, c'est pas très intense, mais ça peut m'arriver. Hein, j'arrive à me dire, tiens, c'est une forme d'angoisse. Voilà. Donc ça peut être une grande banalité, l'angoisse. Ça peut être une grande, d'ailleurs, comme une pensée dépressive. Hein, on a tous des pensées négatives, des pensées un peu de découragement, des tas de situations. Voilà. Et ça ne s'installe pas. Et tant que ça ne s'installe pas, c'est pas maladif. Là, les deux critères de la maladie, que ce soit pour l'angoisse ou la dépression, c'est l'installation, le fait que ça dure dans le temps, et que ça handicape. Vous voyez, c'est la durée. Les angoisses régulières pendant plus de 6 mois, c'est pas normal, quand elles sont un peu intenses. Et puis, alors, la durée. Et puis, le handicap. Quand elles t'empêchent d'aller travailler, de ouvrir le matin, évidemment, c'est pas normal non plus. Donc, c'est les deux critères qui font que vous êtes dans la maladie. Et donc, les angoisses, c'est plus corporel ou psychologique. Vous avez deux types de... Vous savez, le sujet, le cerveau, il a deux solutions. Quand il a trop de pression, quand il reçoit trop d'informations dans sa tête, et que ça le bouffe, eh bien, il y a deux solutions. Soit il évacue par la pensée, soit il évacue dans le corps. Pas de solution. Il y a le corps et la pensée. Il y a deux voies. Donc s'il évacue dans le corps, il va donner des spasmes, il va donner des brûlures, il va donner des migraines, il va donner des nausées, il va donner des douleurs, des brûlures, voilà, des symptômes, voilà, des plaintes. Pas toujours rationnel, on ne sait pas trop ce que c'est, ça dure depuis 3 mois, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Ça, c'est souvent des angoisses. Et puis ça va donner, alors ça peut donner aussi des difficultés à respirer, toute la sphère digestive, thoracique, est très, très envahie par ces angoisses. Et puis, ça peut donner des pensées. Alors, la pensée anxieuse, elle est différente de la pensée dépressive. La pensée anxieuse, le dépressif, hein, c'est j'ai pas d'avenir, je ne peux pas me projeter, je suis pessimiste, ça tourne en boucle. La pensée anxieuse, c'est j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de mon examen. J'ai peur de l'examen de mon fils. J'ai peur qu'il n'y arrive pas. Il n'y a pas de certitude. Vous voyez, la différence avec la dépression, c'est il y a un certain niveau de certitude. Il y a un certain niveau de voilà, j'y arriverai pas. Ça, c'est quand même très différent. Le burn-out, c'est... Le burn-out, la définition, c'est un état pathologique qui est secondaire qui se manifeste dans le cadre du travail. Ce n'est pas toujours le travail qui est la cause. Parfois, c'est une surcharge d'activité, c'est des émotions environnementales, personnelles, familiales, et ça va se déclarer au travail parce que le cumul des deux va fragiliser la personne. Parfois, c'est
bien sûr le travail, c'est l'investissement qu'on a dans le travail, c'est les relations qu'on a dans le travail, c'est je sais pas, la culpabilité des soignants. C'est pas facile parce que c'est un métier où les résultats ne sont pas toujours visibles, où l'investissement est illimité. Et d'ailleurs, c'est un groupe de soignants qui a amené à diagnostiquer le burn-out, à créer ce diagnostic de burn-out, parce qu'en fait, ce sont des infirmières qui s'occupaient de toxicomanes et qui ont toutes craqué les unes après les autres pendant un an ou deux, au bout d'un an de travail. Et c'est ça qui a amené les gens à se rendre compte que cette maladie se manifestait en réaction à un surinvestissement, ou à un mauvais investissement, ou à des conditions d'investissement mauvaises. Donc, à partir de là, le burn-out, on est plus dans une maladie réactionnelle à un environnement. Mais après, dans le burn-out, vous allez avoir de l'angoisse, vous allez avoir de la dépression, vous allez avoir des troubles du sommeil, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir des angoisses. Vous allez avoir des tas de symptômes, et on ne peut pas décrire le burn-out comme une seule entité. On ne peut pas dire le burn-out, c'est toujours le désespoir ou l'angoisse. C'est souvent de l'angoisse, des troubles du sommeil, des troubles de concentration, de la fatigue, voilà. Et puis à un moment donné, ça peut s'aggraver, ça peut se tendre encore un peu plus et devenir dépressif. Et puis, comme les patients qui ont des burn-out ne sont pas des gens préparés à la maladie, parce que ce ne sont pas des gens normalement malades en principe, eh bien, c'est des gens qui peuvent vite s'effondrer parce qu'ils n'ont pas les défenses psychologiques qu'ont généralement les anxieux chroniques, qui dépriment un petit peu. Vous voyez, finalement, parfois, les malades un peu chroniques sont mieux préparés à gérer finalement ces symptômes que les personnes finalement parfaitement normales, qui n'ont pas l'habitude et qui se trouvent extrêmement surprises par les symptômes qui les envahissent. C'est pour ça qu'on a pas mal de suicides dans les burn-out. Et c'est quand même une maladie qui aujourd'hui inquiète beaucoup les entreprises, et à juste titre. Et nous, on travaille beaucoup sur le burn-out aujourd'hui en France. On a même fait des propositions actuellement à des mutuelles nationales pour faire de la prévention du burn-out dans les entreprises. Je pourrais vous en parler des heures, parce que c'est un sujet passionnant. On est très novateur, ce que d'ailleurs nous disent les mutuelles, parce qu'on est aujourd'hui prêt à aller prendre en charge et à repérer des burn-out dans les entreprises en France. Alors on a vraiment un concept aujourd'hui qui est prêt. Après, il faut constituer notre réseau de psychologues, mais on est prêt à le faire et on a même des moyens pour le mettre en place. Voilà pour le burn-out. Et puis la question des symptômes prédictifs. Alors, le symptôme prédictif, si vous voulez, le malade, parce que ça part de lui. Ah non, docteur, excusez-moi, c'est très intéressant ce que vous dites, mais le burn-out, c'est souvent la conséquence du management. Oui. De ce qu'il y a autour. Oui. Excusez-moi, Oui, mais je ne voulais pas parler du burn-out, je parlais des symptômes qui prédisent une dépression. Je parlais plus en général. Excuse-moi, mais ça veut dire qu'une maman qui est avec plusieurs enfants ne peut pas être considérée burn-out. Alors, une maman. S'il ne travaille pas. Ça veut dire Oui, que... mais vous avez raison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de burn-out, mais il y a burn-out. Il y a On ne parle plein pas de de burn-out dans ce cas-là, vous avez un nom musical, et que là, il y a une reconnaissance du système aujourd'hui. Si on aborde ça avec le burn-out, qui est un système de pseudo-blocage, on va dire temporaire, mais en tout cas, moi, mon psychiatre, et je suis a changé complètement les idées sur les différents documents, de façon à ce que le traitement de ces dossiers. Ah oui, d'accord, ça c'est, je comprends. C'est pour les histoires de maladies professionnelles. Attendez, je voudrais pas qu'on s'écarte trop, qu'on parte tous dans tous les sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tas de choses à dire. Ceci étant, je vais arrêter dans 5 minutes parce que je vais peut-être vous frustrer, mais parce que j'ai d'autres réunions en suivant. Enfin, j'ai une soirée qui est très chargée. Et puis ça fait quand même 3/4 heures qu'on est là. Sur la prédiction d'une dépression ou d'un trouble anxieux,
oui, oui et non, pour savoir si on peut prédire. Le malade, malheureusement, avant qu'il soit malade, on ne sait pas qu'il va être malade. On ne sait pas. Pas de devinette. Donc, la prédiction, c'est quelque chose de pas facile chez un premier cas de maladie. Et le malade lui-même ne connaît pas cela. Enfin, il ne sait pas comment son cerveau peut se mettre à déraper. Il le sait malheureusement que quand il a fait la maladie. Et donc, généralement, quand un patient, vous voyez la petite jeune dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est en Roumanie, je pense qu'elle a repéré. On a bien travaillé sur son repérage. Je pense qu'elle a repéré. Elle a repéré qu'elle avait des angoisses, que ces angoisses étaient venues avant de travailler, etc. Et j'aimerais bien insister là-dessus aujourd'hui. Attention, quand vous sentez ces symptômes apparaître, il faut changer votre mode de fonctionnement. Changer quoi? Votre mode de fonctionnement. Oui, Mode c'est de vie. facile à dire. C'est Mais bon non. fonctionnement depuis 40 ans, qu'est-ce que vous dites? Non, parce que. Non, mais je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais dans son cas, oui. Parce que elle dit bien que c'est parce qu'elle s'est mise à trop travailler, c'est qu'elle s'est trop concentrée, qu'elle a eu trop peur de ses examens, qu'elle a fini par tomber dans cet état. Et elle pense qu'elle peut le vivre de manière moins anxieuse. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, mais on peut, de temps en temps, arriver à... On a quand même une action préventive possible sur nos symptômes, et on apprend petit à petit à gérer ses émotions, à mieux les contrôler, à mieux repérer ses symptômes. Je crois quand même que c'est plus difficile dans la première crise, mais après, on peut mieux gérer. Et quand on voit nos malades, moi, quand je suis des malades depuis X années, je vous assure que beaucoup de patients, avec le temps, apprennent à mieux gérer leur maladie. Surtout quand c'est des maladies environnementales. Ils arrivent à mieux se protéger, ils arrivent à mieux contrôler leurs émotions, ils arrivent à prendre un peu plus de distance par rapport à ce qu'ils vivent. Enfin, on a une capacité quand même d'autogestion de la maladie, un peu comme le diabète, d'autres maladies, même les maladies cardiaques. Le mode de vie change, on prend moins de sel, on a moins de stress, et puis généralement on arrive à mieux se protéger. Vous voyez, c'est pareil pour la maladie du cerveau. Le cerveau est un organe comme les autres. Il a des limites, il a des capacités, il a des limites. Il faut apprendre à repérer ses capacités et ses limites et à corriger son fonctionnement. Ça ne marche pas dans tous les cas, mais ça améliore souvent les situations dans le temps. Et c'est vrai que la cure, c'est vraiment un lieu qui est bien adapté pour ça. C'est pas trop récent, c'est pas trop humiliant, si vous voulez. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Ça permet de prendre du temps, de réfléchir, de pouvoir parler, de comparer, d'échanger avec d'autres. Et on a besoin, vous voyez, le monde actuel est un monde... Moi je vois des tas de gens retraités qui me disent « je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire ». C'est extrait. Tout à l'heure j'ai vu une dame tout à l'heure, elle a... Bon, enfin, je peux pas dire, mais c'est une femme de 70 ans, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, enfin, elle me dit « je suis débordée ». Non mais voilà, et on est débordé. Le monde aujourd'hui nous amène à être débordés. Pourquoi? Parce qu'on est hyper sollicité, on a envie de faire mille choses, on a tellement d'informations, on a tellement de sollicitations. Alors on se dit, mais je suis sur Terre, il faut bien que je fasse des choses, il faut bien que j'en profite, il faut bien que je... On n'a plus du tout cette capacité de recul et de se dire, oui, mais voilà, avant, quand on allait de Saujon à Royan, on mettait, enfin, quand je dis avant, c'était il y a 100 ans, mais on mettait, ou plus de 100 ans, on mettait 1 heure. Donc on n'y allait pas tous les jours. Demain, vous serez à Saintes, certains d'entre vous. Ben, voilà, vous allez prendre la voiture, ça va durer un quart d'heure. Ça n'a plus du tout de... C'est plus du tout comparable. Et on ne se rend pas compte qu'on est pris dans cette espèce de truc qui fait qu'on est brassé en permanence. Je pense que ça, c'est très important. Et la cure, c'est aussi un lieu et un moment symbolique. Et je trouve que c'est bien de faire des cures. Enfin, c'est bien de votre part aussi, parce que c'est une démarche forte que vous faites à vous-même. Quand vous vous dites « je m'arrête, stop, ça suffit ». Et je crois que, honnêtement, je crois que la cure, ça marche aussi parce que les patients qui ont la cure, ils ont une motivation à faire.
Et je crois que cette préparation psychologique, on ne peut pas faire pour autre chose. Vous voyez, la clinique, l'hôpital, mais on ne va pas à l'hôpital comme ça, tiens, je vais faire un petit séjour à l'hôpital. Non, c'est vrai que la cure, il y a un côté un peu je me fais plaisir, mais il y a aussi un côté, je me prépare à me soigner. J'organise un peu ma prise en charge et je m'éduque. Hein, je m'apprends, je m'auto-apprends. Il y a un côté éducation. Et c'est vrai que nos patients, je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils amènent avec eux quand ils viennent. Et je crois que c'est une grande dimension de la cure. Et si je peux me permettre, s'il vous plaît, et réciproquement, est-ce que je sais que vous en parlez, est-ce que vous pouvez faire plus de conférences sur les cures qui sont à bienfaits? Parce que moi, quand je ne dis pas que je fais une cure, parce que c'est encore un sujet tabou. Ah, bah oui. Surtout quand il y a une cure psychologique ou psychiatrique. Ça reste, même avec ma psychiatre, elle m'a dit, vous ne le dites pas. Dès que je le dis, ah ben ça y est, tu pars chez les fous. Alors là, ça reste encore un sujet tabou, donc ça serait bien d'en la psy, oui. Et grâce à la Covid, entre guillemets, Ouais. justement, on a parlé des cures et les gens commencent à s'ouvrir un petit peu. Mais ça reste encore un sujet tabou. Moi, je ne dis pas, là, je m'absente 3 semaines, je dis, là, je suis en arrêt maladie ou je suis en vacances, mais malheureusement, Ouais, je dis qu'il y avait. Alors, la psychiatrie, Pas bon après. ça restera, je pense, toujours un peu tabou. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais me faire embarquer pour 3 ans. Par exemple, plus, c'est ça qu'il faudra faire. Ce qui se passe dans la psychiatrie, c'est que, je vais vous dire une chose, qu'on ne va pas corriger, ni vous ni moi. C'est que les gens, ils ont la trouille. Bah, nous, on n'a pas la trouille, on est courageux alors, quand on vient la faire. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse, vous n'avez pas le choix, mais vous êtes courageuse. La psychiatrie, ça fout les jetons. Parce que on voudrait, ça fout les jetons, ça fait peur. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que notre fierté, c'est comme notre cerveau. On est très fiers de notre cerveau. Notre pensée, notre intelligence, notre charme, notre éducation, notre politesse, je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez chez vous. Vous êtes tous fiers de ça, heureusement. Mais quand vous commencez à perdre le contrôle de ce truc-là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ça fout peur, ça fait peur. Et en plus, quand vous connaissez bien la personne, que c'est une copine, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre famille, vous êtes déboussolé. Et ça peut, si ça lui arrive à elle, ça peut m'arriver à moi. Mais non, pas moi, non, moi je comme ça, je me laisse pas faire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Les gens ont peur. C'est pas que de la rejet, oui. C'est aussi la peur. Je veux pas voir. Alors, ça change Je ne rien. parle pas du côté de la personne patiente, je parle des autres gens. Les autres gens, les autres gens ont peur. Ils ont peur. Ah, c'est donc Ah, ils ont peur d'avoir, comme si c'était contagieux, si vous voulez. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi, si ça lui arrive à elle, pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Vous n'êtes pas alors vous auriez une grande... voilà, bon, d'accord. C'est pas visuel. Voilà. Ça se voit pas. Ça serait moins pénible. Mais quand ça ne se voit pas, quand on connaît la personne depuis longtemps, eh bien, ça fait peur. Je crois que ça fait vraiment peur. Et les symptômes qu'on a, c'est quelque chose qui peut quand même faire peur aux gens. Les gens se disent, ben, finalement, le dépressif, eh ben, pourquoi je... Voilà, et si ça m'arrivait à moi, vous voyez, il y a beaucoup de ça, je crois. Donc on n'arrivera pas à enlever cette peur chez les gens. Ça, je ne crois pas qu'on arrivera à l'enlever. Excuse-moi, mais quelle peur? Parce que dans les cures ici, il y a 0 accompagnement psychologique. Moi, je fais 1h30 de soin le matin, et après, le reste du temps, je déprime dans mon appartement où je payais 1 200 € pour 3 semaines. Donc, en fait, il y a, si c'est une cure à Vichy ou ici, ça sera pareil, parce que moi, c'est aucune 0 accompagnement. Non. Moi, j'ai espéré que j'aurai un accompagnement psychologique, psychiatrique. Impossible de prendre un rendez-vous chez le psychiatre. Ce n'est pas inclus. Moi, je suis complètement... Et je fais quoi, en fait, dans mon appartement alloué à ce genre? Alors, attendez. Je vais vous répondre, et je ne veux pas être long parce qu'il faut vraiment que je vous quitte. Hein. Alors, je veux bien faire cette réponse, mais j'arrête. D'abord, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peut-être que votre indication de cure n'était pas bonne. Peut-être que votre état, j'en sais rien, je ne vous ai pas vu,
c'était peut-être plus... C'est impossible de vous voir d'ailleurs. C'est peut-être plus une prise en charge en hospitalisation qui aurait été indiquée. Ça, je ne sais pas. Je me permets juste de vous dire ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est que vous avez quand même l'école thermale du stress qui est à la disposition des curistes. Dans lequel, ah ben oui, mais ça, je sais bien, mais nous aussi, on n'a pas d'argent. Vous savez, la cure, c'est 750 euros. 750 euros, vous avez 21 jours de prise en charge. Avec ça, vous ne pouvez pas aller très loin. Une journée d'hospitalisation, c'est 1200 euros. Vous êtes à la moitié, vous êtes à une demi-journée d'hospitalisation. Vous faites ce que vous pouvez avec les moyens qu'on vous donne. Hein. Mais c'est vrai, je reconnais que ce serait mieux qu'on puisse faire beaucoup Dans ce plus. cas-là, il faut plus communiquer que vous avez que ça. Parce que moi, j'étais, enfin, j'ai une bouffe de mer, je vais voir des professionnels. Mais c'est vrai que dans votre cas, l'école thermale du stress serait une bonne indication, c'est sûr. Ceci étant, l'école thermale du stress, vous avez un entretien psychologique à 30 euros. C'est pas les prix de la ville. Hein. La ville, moi, c'est moi qui ai imposé ça. Mais je peux vous dire qu'en ville, c'est plutôt 50 euros. 50 euros, donc on fait des efforts, parce que nous, on salarie des gens qui vous font des prix bas. Et donc, on ne gagne pas un radis là-dessus. Hein. Donc, non, mais bon, je veux pas pleurer, c'est pas ça. Et je comprends ce que vous me dites. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne. Vous voyez, si on nous donne 2 fois plus d'argent, vous aurez 2 fois plus de services. Ça, c'est clair. Mais rien ne vous empêche de discuter avec le médecin. Il y a 3 visites. Moi, je peux rester 5 minutes avec le médecin. Le médecin, je vais rester une demi-heure avec le médecin. Le médecin, il m'a grillé dessus en disant, mais madame, je ne peux pas passer une demi-heure avec vous, j'ai 2 heures de temps qui est permis. Oui. Donc c'est 15 minutes avec un médecin qui est un médecin curiste, hein, c'est clair. Mais peut-être que la cure, peut-être que vous attendez plus qu'une cure thermale. C'est possible. Et en tout cas, la cure ne guérit pas tout. Et la cure, et ça je tiens à le dire aussi, c'est important de le rappeler. Ça ne guérit pas tout, il y a des indications. Les indications, on a travaillé dessus. Moi, je suis très clair sur les indications. Les dépressions graves et sévères ne doivent pas venir en cure. C'est une contre-indication. Les états d'euphorie, c'est une contre-indication à la cure thermale. Les délires aigus, toutes les pathologies en phase aiguë sont une contre-indication à la cure thermale. C'est clair. Mais ça, comment on peut Toutes les savoir? pathologies, je l'écris, mais moi je ne peux pas. Déjà que les cures ne sont pas connues, vous voyez, c'est compliqué, les cures ne sont pas connues. Comment voulez-vous arriver à ce niveau d'information pour tous les médecins de France? Déjà, c'est pas connu. C'est bien précisé quand même Juste dans le... intervenir une seconde. Je suis actuellement hospitalisée et moi je vous invite à vous offrir un rendez-vous avec une psychologue de l'école du stress parce que j'étais en cure thermale. C'était le déni total, burn-out, je n'accepte pas d'être hospitalisée, je fais partie moi-même du personnel soignant en psychiatrie, c'est impossible. Donc j'accepte la cure thermale, mais l'hospitalisation non. Donc je suis venue en cure thermale et grâce au médecin thermaliste, généraliste thermaliste, le docteur Salvi, et à la psychologue que j'ai vue à l'école thermale du stress, j'ai accepté le fait que j'avais besoin d'être hospitalisée. Et la cure, c'est épuisant. Quand on est déjà épuisé, c'est épuisant. J'étais déjà très épuisée et dans le cas que vous dites, j'avais des idées suicidaires, j'étais très déprimée. J'avais besoin d'une hospitalisation, mais je me disais non, non, non. Jusqu'à ce que je m'offre un soin avec une esthéticienne de 50 minutes, un soin de lâcher prise et de tranquillité, où mon corps a dit stop, et il s'est arrêté et j'ai été obligée d'accepter l'hospitalisation. Oui, il y a des moments de déclic, c'est sûr, c'est très important. Mais j'avais déjà accepté l'idée que j'avais besoin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette notion de déclic. On a la psychologie, c'est quelque chose de très particulier. Et finalement, il y a des moments où on découvre un peu des symptômes, des choses. Alors, on a une espèce de tendance un peu à dénier les symptômes. On voudrait vivre, on voudrait les éliminer, on voudrait les cacher, on voudrait les dominer, les dompter. Et parfois, on n'arrive pas. Et finalement, tout ça, ce sont des manières aussi de comprendre la maladie. Vous l'avez très bien expliqué. Finalement, à un moment donné, vous avez vu que vous n'y arrivez pas, et petit à petit, ça s'est éclairé en vous, que vous n'arrivez pas, et que ce n'était plus du domaine de la volonté, de la stratégie, de la manière de se comporter, vous avez vraiment besoin d'un vrai arrêt, un arrêt complet. Et la cure, encore une fois, ça marche sur des gens qui ont une capacité
dynamique à se soigner. Et ça aide, ça favorise, mais voilà, c'est pas toujours suffisant. Et je suis tout à fait d'accord et j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit parce que c'est tout à fait ça. Je vais être obligé de vous laisser. Je suis désolé parce que c'est toujours frustrant d'arrêter.